Mais vous avez posé hier une question, Michael. Le Mishnah Berurah nous pose la question. Enfin, le Mishnah Berurah nous apprend que si un aliment peut se terminer avec de l'eau froide, on peut y verser directement de l'eau chaude d'un kli-sheni, d'un second ustensile. Alors, on pose la question, pourquoi un kli-sheni? Pourquoi un kli-sheni? Venez, on verse directement de la bouilloire par rapport à ce problème de kli-sheni. Par rapport à ce problème de kli-sheni. Pourquoi on autorise uniquement de verser d'un kli-sheni et non pas directement de la bouilloire? Juste pour rappel, pour ceux peut-être qui ne savent pas, il y a une différence entre kli rishon et kli sheni. Kli rishon, c'est quoi? C'est le premier ustensile. L'ustensile primaire dans lequel on va cuire l'aliment en question. Une marmite, une bouilloire, etc., etc. Le kli sheni, c'est là où on va verser l'aliment. Là, on va verser l'aliment, une assiette, un verre, etc. Cet second ustensile, Tosfot nous apprend dans le traité Shabbat 42a, nous apprend que 22 ou 42, je ne sais un peu, bon, en tout cas, il y a un 2 dedans, ok? En tout cas, Tosfot nous apprend que à partir du moment où c'est dans un kli-sheni, dans un second ustensile, il n'y aura plus de cuisson. Il n'y aura plus de cuisson. Alors, là, le Mishnah Berurah, il nous apprend que si on a la possibilité de finir la préparation, j'utilise plus le terme cuisson, la préparation de l'aliment en question, alors on pourra, même avec l'eau froide, alors on pourra même y verser directement d'un kli-sheni. Pourquoi faire par un kli-sheni? Venez, on verse directement de la bouilloire directement. Pourquoi on demande à ce que ça soit uniquement par un kli-sheni? Alors cette question-là, je vais y répondre maintenant, mais ça va nous emmener à tout notre cours Bezrat Hashem. Juste, j'admets. Voilà. Alors il faut savoir que le Mishnah Berurah, c'est tout simple. C'est juste un Mishnah Berurah juste avant. Ce matin, je suis parti donner à 7h du matin, je suis parti donner cours à Natania. Et Mina Shamaim, j'ai pris un Mishnah Berurah, je me suis dit, je vais essayer de chercher sur ça. Et en fait, le Mishnah Berurah, juste avant, il parle de cela. Dans l'alinéa 35, l'Amedhe. Pourquoi? Il dit, Me'are alav mikli verser directement d'un kli. Pourquoi c'est interdit autrement? Pourquoi c'est interdit directement? Le Mishnah Berurah vient nous apprendre des mikli rishon asur la harot alav, des héros mikli rishon, qui kli rishon, pardon, on mevachel qui est des clipars. Il dit pour quelle raison c'est interdit de verser? C'est simple, hein, ce truc-là, mais en fait, il faut comprendre ce que la Mishnah vient nous dire. Déjà, avant que je vienne expliquer, pour vous expliquer, la Mishnah, elle nous apprend la chose suivante. Pour répondre à votre question, la Mishnah nous apprend que si on a un poisson très très salé, un poisson très salé, que la seule façon pour laquelle on peut consommer ce poisson-là, c'est d'y verser de l'eau chaude. Alors on a dit que c'est interdit de verser de l'eau chaude. Très bien. On parle de quoi comme aliment? On parle d'un poisson qui est très salé. Ça n'a jamais cuit. C'est un poisson qui n'a jamais cuit. Là, on a un problème. S'il s'agit d'un aliment qui n'a jamais cuit, alors le Mishnah Berurah, mais c'est déjà les Rishonim qui nous apprennent cela, qu'à partir du moment où on verse directement de la bouilloire, du kumkum, alors irouille mikli rishon kikli rishon, il dit ici irouille kikli rishon. À partir du moment où on verse de la bouilloire, c'est comme si qu'on cuisait directement dans la bouilloire. C'est comme si qu'on faisait rentrer l'aliment en question dans le premier ustensile, dans le kli rishon. C'est pour cela que le Mishnah Berurah vient nous apprendre que si on a la possibilité de finir la préparation d'un aliment avec de l'eau froide, on pourra même y verser directement d'un kli et non pas d'un kli rishon. Prendre un verre, verser de la bouilloire dans ce verre et après de ce verre-là, verser dans l'aliment en question. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'un aliment qui a cuit au préalable, ça n'a jamais cuit. On finit juste la préparation de cette façon-là. Très bien. Mais pour ne pas y arriver à un problème de cuisson, de cuire, alors on demande directement d'un kli. Sur ce sujet, justement, on va, Bezrat Hashem, discuter et parler ensemble aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de parler, hein? Merci pour l'explication et d'avoir retrouvé du coup la réponse. Bon, Hashem, très bien.
En tout cas, pour les nouveaux, c'est important que je dise tout d'abord, avant que je commence ce cours, on a commencé sur les 39 travaux de Shabbat. Ça fait déjà plus de 2 semaines maintenant. 39 travaux de Shabbat et on a commencé sur les lois de cuisson. C'est le 11e travail interdit de Shabbat dans les 39 qui sont rapportés dans la Mishnah. J'ai pris spécialement cette melacha, ce travail interdit tout d'abord parce que c'est la chose où on est le plus confronté Shabbat après Shabbat. On n'est pas confronté à des problèmes trop agricoles pendant Shabbat, comme semer, récolter, etc. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des répercussions à l'achri qui nous concernent à nous aussi sur ces melachot-là, mais c'est moins d'actualité. Cuire pendant Shabbat, c'est le gros morceau. D'ailleurs, je vous l'avais dit ça au tout début, que les 39 travaux de Shabbat ne sont pas très répertoriés dans le Shulchan Aruch. Il y a 104 simanim, donc 104 chapitres dans le Shulchan Aruch sur les lois de Shabbat. 34 parlent de la veille de Shabbat. Les autres, ça parle de pendant Shabbat. Mais il n'y a que vraiment certaines mélachot qui sont grandement définies, comme les lois de cuisson. Mais à part ça, on ne va pas avoir grand-chose. On va avoir les gros morceaux de Shabbat, c'est avec les lois de Mouxé. Ça ne fait pas partie des 39 travaux. Il va y avoir vraiment, ils ne sont pas très répertoriés, les 39 travaux de Shabbat. C'est pour cela qu'on va, Bezrat Hashem, les développer ensemble. Mais les lois de cuisson, c'est vraiment le gros morceau des lois de Shabbat. Et c'est un des seuls travaux qui est le plus défini par le Shulchan Aruch. Donc, Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Et avec l'aide d'Hashem, on va pouvoir continuer. En tout cas, donc aujourd'hui, on va parler justement de la différence qu'il y a entre Kli Rishon et Kli Sheni, justement par rapport à ce qu'on vient de dire dans notre Mishnah, ce que vient de définir le Shulchan Aruch dans le Siman 318 à la Hakat, qu'il était problématique de verser directement d'un Kli Rishon, de la bouilloire ou bien du kumkum, directement sur un aliment qui n'a jamais cuit. Alors ça, Bezrat Hashem, on va essayer de le développer aujourd'hui. Pour bien le développer, on est obligé de partir directement dans le Seif Yud, la halakha 10. Pour bien développer cette halakha-là, on va devoir sauter. Après, bien évidemment, on reprendra. On saute sans sauter, parce que là, on ne va pas spécialement rapporter le Shulchan Aruch. On va essayer de définir c'est quoi la différence entre un Kli Rishon et un Kli Sheni. Comment on va définir le fait que l'on verse d'un Kli Rishon sur un aliment? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va générer? Alors, il faut savoir que tout d'abord, je pense que j'ai bien expliqué la différence qu'il y a entre Kli Rishon et Kli Sheni. Bon, il n'y a pas besoin de le répéter. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une discussion dans la halakha, dans les Rishonim, en ce qui concerne le fait de verser directement du kumkum sur un aliment. Selon Rabbeinu Tam, selon Rashi, selon le Rambam, selon le Rosh, une personne qui verse directement du kumkum sur un aliment qui n'a jamais cuit, on va prendre cet aliment-là, on va prendre l'aliment type, c'est un œuf, ok? Un œuf. Un œuf qui n'a jamais cuit. Si on verse directement du kumkum dessus, alors le Rambam, Rashi, Rabbeinu Tam, etc. nous enseignent que c'est comme si on prenait cet œuf-là, on le mettait dans le kumkum. Un œuf sans la coquille ou avec la coquille? Avec la coquille. Avec la coquille. Le char, le Siftei Kohen dans Yoredea, sur les lois de Basar Bechalav Siman 87, dit que lorsqu'on prend un œuf et on le cuit dans un aliment bassari, un aliment de viande, cet œuf-là devient viande. Alors, on se pose la question, avec coquille, sans coquille, le char, il nous apprend même avec la coquille. Pourquoi? Parce que la coquille, elle a des pores, qui font rentrer directement dans l'aliment. D'ailleurs, vous allez voir, lorsque vous faites pour les Marocains, je parle aux Marocains maintenant, lorsque vous prenez un œuf, vous le mettez dans votre dafina, votre œuf, il va devenir marron, juste à part chez moi. Mais vous savez, Dan, pourquoi vous mettez un œuf? Non, pas spécialement. C'est parce que c'est le bon. Non, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Même chez les thunes, on met un œuf. Oui. Bon, c'est les thunes un peu marocanisées. Là, je rigole. Ah non. Non, je rigole. Oh là là. Je rigole. Non, plaisante. Mais non, plaisante.
Non, non, nous, on appelle ça les œufs de sable. En fait, compte, à l'époque, on mettait des œufs dans le sable et ils devenaient marrons. Ah bah voilà, Et incroyable. pourquoi s'en souvenir Ouais. de Betamigdash, les œufs? Comment? Pourquoi s'en souvenir de la destruction du Betamigdash, les œufs? Non, parce que tout ce qui est œuf, en général, c'est le deuil. Ok? Pas plutôt les On se lentilles? souvient le jour du Shabbat, on se souvient un peu le jour du Shabbat de ce qui se passe, de la destruction du Beth Amikdash. Bon, c'est une coutume, hein. C'est une coutume. C'est pour ça qu'il y en a certains qui mettent les œufs dans leur dafina et tout ça. Les Marocains, ils vont vous dire que l'Abkeila, c'est déjà Zechal la Khorban Beth Amikdash. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas besoin de mettre des œufs. C'est pour ça que les Tunisiens ne mettent pas d'œufs. Non, mais moi, je suis thune, hein, donc vous en faites pas. Top. Voilà, j'ai parlé alors qu'il y a des thunes, les Tunisiens n'ont pas du tout rigolé. Mais si. Là, j'ai dit juste avant, dans le cours précédent, j'ai dit parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de la pkeila. Ok, c'est le plat défini par les Tunisiens. Je suis moi-même tunisien, hein, j'ai le droit de me critiquer moi-même. Je leur ai dit, la pkeila par elle-même, c'est déjà le nes de Hanouka. Ah, ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit parce que vous mettez une mèche à l'intérieur, ça reste pendant 8 jours. Là, ça reste 8 jours, ça donne pendant 8 jours. La pkeila, c'est le miracle de Hanouka. Top. En tout cas, lorsque vous mettez un œuf dans votre dafina, elle va devenir marron. Pourquoi? Parce que la coquille, elle a des pores et donc ça cuit directement à l'intérieur. Donc, lorsqu'on parle maintenant, pour vous répondre, Monsieur Philippe Cohen, lorsqu'on parle maintenant de quand on prend un œuf et qu'on verse directement de l'eau dessus, c'est même avec une coquille. Et de toute façon, un œuf cru, on ne peut pas sans coquille, évidemment. Ok? Donc, lorsqu'on parle maintenant d'un œuf, lorsqu'on verse de l'eau directement de la bouilloire sur l'œuf, c'est comme si on prenait cet œuf-là, on le mettait dans la bouilloire directement, dans le klirishon. Donc, c'est comme si on le cuisait à 100%. Donc, ici, le Rambam, je préfère dire que un, parce qu'il y en a plein, le Rambam, il vient nous apprendre que verser d'une bouilloire, c'est comme si que je cuisais directement sur le feu. Directement. Très bien. A contrario, nous avons l'avis du Ritva et plein d'autres, hein, le Ramban, le Rajba, le Ran, le Rajbam, le Réa, le Meiri. En tout cas, tout cela, c'est des Rishonim, il y a à peu près 800 ans. Ils pensent que lorsqu'on verse d'une bouilloire, lorsqu'on verse d'un klirishon, alors là, c'est comme si que c'était klichéni. Qu'est-ce qu'on a dit au préalable? On a dit au préalable qu'un klichéni, je ne vous l'ai pas expliqué à vous, je l'ai expliqué dans le cours précédent. La différence qu'il y a entre klirishon et klichéni, c'est que klirishon, ça va continuer à cuire, c'est-à-dire que si vous prenez une marmite, vous la mettez sur le feu et vous la retirez du feu, ça reste klirishon. Si vous mettez de l'eau dedans, ça va continuer à cuire. C'est un interdit de la Torah. Alors que si vous versez votre eau de la bouilloire, vous la mettez dans un verre, par exemple, ou vous prenez un repas qui était dans une marmite, vous la versez dans une assiette, l'assiette, ça va être défini comme étant un klichéni, le second ustensile. Et là, Tosfot, dans le traité Shabbat, nous apprend que c'est considéré comme étant ça ne cuit pas. C'est-à-dire que le klichéni ne cuit pas, ne cuira jamais. Et là, ici, il nous apprend, le Ramban, le Rajba, le Ren, etc., que lorsque vous versez dans klirishon, ce versement-là, c'est considéré comme si c'était klichéni. Donc, en fin de compte, ça ne va pas cuire votre œuf. Ça, c'est l'avis du Ritva, du Ramban, du Rajba, du Ran, etc., etc. Voici donc la différence d'opinion qu'il y a entre le Rambam et le Rosh. Le Rambam, pardon, et le Ramban. Très bien. Donc, comme quoi on tient la halakha, le Shulchan Aruch, Seif Yud, justement, tranche la halakha que lorsque l'on verse directement de la bouilloire, donc directement du klirishon, sur un aliment qui n'a jamais cuit, alors là, ça va le cuire. C'est comme si on prenait cet aliment, le mettait dans la bouilloire directement sur le feu. Donc, il tranche comme le Rambam, le Shulchan Aruch. C'est pour cela que le Shulchan Aruch tranche que si on a des épices, par exemple, on a des épices, on va parler tout de suite du thé, du café, etc. Lorsqu'on a des épices qui n'ont jamais cuit, qui ont juste séché, on n'aura pas le droit de verser directement de notre bouilloire dessus. Parce que c'est comme si on prenait ces épices-là et qu'on les mettait directement sur le feu. C'est compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de suite. Aucun problème. Est-ce que le sel, c'est considéré comme une épice ou pas? Alors, c'est un gros sujet dans la halakha, ça.
Ah, Le sel, effectivement, c'est une épice, qu'on le veuille ou non, parce ok. qu'on ne peut pas manger un plat sans sel. Mais il faut savoir qu'il y a une question, est-ce que le sel, il est déjà cuit ou il n'est pas déjà cuit? Si je ne me trompe pas, il est déjà cuit, un sel, non? Je sais pas. Moi. Attendez. Ah, j'ai oublié. En tout cas, au sujet du sel, on a le droit de mettre dans notre plat, mais je ne crois pas qu'on a le droit de mettre directement dans la marmite. Attendez. Ah, voilà, c'est écrit, voilà. Excusez-moi. Dans le Shulchan Aruch, c'est Iftet. Il parle comme ça. Une seconde. Le Shulchan Aruch, Halacha 9, il dit qu'on a le droit de mettre du sel directement sur le feu. Dans un plat qui est directement sur le feu. Et il dit le Shmerat Shabbat qui est le Rav Neuwert. C'était un grand Rav contemporain, il est décédé à peu près il y a une dizaine d'années, même un peu moins, 9 ans, à peu près 8 ans, 9 ans. Et il tranche comme ça à la halakha que le sel, il est considéré comme cuit. Il dit ici, ça s'appelle zikouk. Comment ça se passe? En fait, ils font tout un travail chimique pour que ça s'évapore, pour que les éléments qui sont pas bons dans le sel puissent s'évaporer. Donc, ça passe quand même un certain travail en usine. Et donc là, il dit le Shmerat Shabbat Kecheta que le sel, dans tous les cas, c'est considéré comme étant quelque chose de cuit. Donc là, il n'y a plus de problème. Ok, merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Désolé, j'ai un peu cherché, mais je m'y attendais pas. Pas de problème, c'est normal. Pour la différence qu'il y a entre le Keli Sheni et le Keli Rishon. Très bien, le Keli Sheni ne cuit pas, on a souvent entendu ça. Maintenant, je me suis demandé, si je prends de ma bouilloire qui est à 100 degrés et que je mets un verre en dessous et que je verse dans le verre, mon eau, elle va être à plus de 80 degrés encore. Je vais être dans un Keli Sheni avec une eau à plus de 80 degrés, c'est-à-dire à plus que ce Yedetbo. Oui. Ce que vous dites, c'est la discussion qu'il y a entre le Mishnah Berurah et beaucoup d'autres poskim. Selon les Ashkenazim, tant que l'eau ou bien l'aliment il est brûlant, ça reste dans l'interdit de cuire, même si c'est dans le Kli-Sheni. Ah, c'est ce qu'on a vu avec C'est les pour pommes cela. de terre. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire maintenant. Selon le Rama, il définit un aliment qui est gouche. Voilà, qui est gouche. C'est quoi gouche? C'est comme une pomme de terre. Lorsque vous allez faire cuire vos pommes de terre, ils resteront chauds très très longtemps. Ok, très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un bloc. Ok, lorsque c'est un bloc, ce qui est à l'intérieur, la chaleur va y rester. Même lorsque vous allez vouloir enlever, encore une fois, je vous dis les choses que je connais moi parce que je le fais souvent. Lorsque vous épluchez vos pommes de terre, ils sont encore chaudes. La seule chose que vous voulez faire, c'est de les éplucher en dessous le robinet. Ok, vous voulez faire ça parce que ça reste tout le temps chaud. Ceux qui rigolent, ça veut dire qu'ils le savent. Hein. Donc, on est tranquille, on est ensemble. En tout cas, les pommes de terre, ça reste souvent très, très, très chaud longtemps. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant quelque chose de gouche. C'est un bloc. La même chose d'une viande. Une viande, ça reste chaud à l'intérieur longtemps lorsque c'est une viande assez épaisse. Pour les Ashkenazim, un tel aliment, même si on le met dans l'assiette, c'est considéré encore comme étant Kli Rishon. Parce que la chaleur constante qu'il va y avoir dans cette pomme de terre, ça va être la même que dans la marmite. Donc, lorsque je vais mettre des épices par-dessus qui n'ont jamais cuit, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est comme si c'était Kli Rishon. Alors que pour nous, non, c'est déjà dans Kli Sheni, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de Même problème. si l'eau D'ailleurs, est le à Rav 80 Moshe. degrés. Comment? Pardon, même si l'eau elle est à 80 degrés. Aucune différence. Aucune différence. Okay. Encore une fois, Tosfot nous apprend, dans le traité Shabbat, que lorsque l'aliment en question il est dans le Kli Sheni, ça va uniquement refroidir, ça ne va plus chauffer. Ça va plus chauffer. On a un grand klal dans la halakha, une grande généralité de ta'ata gavar. C'est quoi ta'ata gavar? C'est que l'élément
inférieur va prendre le dessus sur l'élément supérieur. Lorsque l'élément inférieur il est froid, il va prendre la force sur l'élément qui va venir par-dessus qui est chaud et il va refroidir. Il va le refroidir. Lorsque vous allez avoir une marmite brûlante, qui était sur le feu, et vous la retirez du feu, vous allez mettre de l'eau froide dedans, c'est interdit de la Torah. Pourquoi? Ta'ata gavar. La marmite, elle va prendre effet directement, il va prendre la force, il va réchauffer l'eau qui va se trouver à l'intérieur. Mais lorsque vous avez un verre ou une assiette qui est froide, vous y mettez après dessus un élément chaud. Évidemment, même l'assiette, elle va être chaude à un certain moment. Évidemment. Ça va même être certaines fois même difficile à tenir. Mais en fin de compte, l'assiette, elle est chaude à cause de l'aliment qui va être par-dessus. Mais en fin de compte, l'assiette par elle-même va continuer à refroidir l'aliment en question. C'est vrai qu'il va y avoir aussi le travail aussi de l'air, etc., etc., etc. Mais l'assiette va faire un grand effet sur l'aliment en question et va refroidir. C'est pour ça que nous, pour Esfaradim, tant que c'est dans un cliché-ni, il n'y a pas de problème. Même si c'est à 80 degrés. De toute façon, hein, toute chose qui est immangeable encore, parce que vous le rejetez même de vos lèvres parce que c'est trop brûlant, c'est un minimum de 60 degrés, 50, 60 degrés. C'est évident. Donc, c'est déjà très, 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 très chaud. Merci. Très bien. Alors, on a vu ici la divergence d'opinion qu'il y a en ce qui concerne le fait de verser. On a toujours dit, et on l'a dit dans les cours précédents, qu'au Maroc, je parle beaucoup des Marocains aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Au Maroc, ils prennent les théières et pour verser le thé, ils font comme ça, de haut en bas et de bas en haut. Pourquoi ils font ça? Pour refroidir l'eau, pour refroidir le thé. Il fait très 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 chaud au Maroc, pour refroidir le thé. Donc on voit que irouille, le fait de verser, ça va refroidir. Ça va refroidir. Donc en quoi la problématique existe? Bien sûr, on ne va pas trancher une halakha par rapport à ce que font certaines personnes, mais c'est important de connaître comment ça se passe. Effectivement, ça refroidit. Ça refroidit. Donc en fin de compte, c'est quoi le problème de verser directement sur un aliment? Les Acharonim, ils expliquent qu'à partir du moment où on verse directement d'un Kli-Rishon, même si ça refroidit de 2, 3 degrés, 5 degrés, ça reste comme le Kli-Rishon. Mais au contraire de ce que je viens de vous dire maintenant, à partir du moment où c'est dans un Kli-Sheni, même si ça a descendu que de 2, 3 degrés, 5 degrés, c'est pas grave. Étant donné que c'est dans un Kli-Sheni, ça va continuer à refroidir. Alors que verser directement du Kli-Rishon, là, on a un accord entre les deux. On est entre le Kli-Sheni et le Kli-Rishon. Et là, donc, on est Mahmir et on dit que c'est considéré comme étant Kli-Rishon. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de verser directement sur un œuf ou sur tout aliment. Selon ce qu'on explique maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire du thé pendant Shabbat? Bien évidemment. Vous connaissez tous la réponse. Vous savez comment faire un thé. Peut-être certains ne savent pas comment faire le thé. On va expliquer maintenant. Mais en tout cas, d'où on apprend comment la préparation d'un thé le Shabbat, c'est justement cette discussion initiale que nous venons de voir dans les Rishonim. C'est cette discussion-là. C'est important de connaître, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Moi j'aime rapporter les racines. Les racines d'une halakha pour comprendre pourquoi on fait telle et telle chose. Lorsqu'on était au Har Sinaï, on a dit, Sevenishma, on fait, mais après on est obligé d'apprendre. Donc voilà, bon, prochainement on est là pour apprendre. Alors, tout d'abord, avant que je vous parle du thé, il faut que je vous dise que le thé par lui-même sont des herbes à l'intérieur qui ont juste été séchées. Ils n'ont jamais été cuits. Okay, ils ont juste été séchés, ils ont été mis dans des sachets, et c'est comme ça qu'on en fait du thé. Très bien. Alors, à savoir, comment on va considérer ce thé-là? Il y a écrit comme ça dans la halakha qu'il y a certains aliments qui vont être considérés comme étant kalé bichoul. C'est quoi kalé bichoul? Ce sont des aliments qui vont être très facilement cuisables. Très facilement, ils vont cuire très facilement. Je vais vous donner les références de ce que je suis en train de dire. Alors, il y a écrit comme ça. Hein. Il y a écrit comme ça.
On a dit au préalable la Gemara qui était rapportée dans la Mishnah, dans le traité Shabbat, en ce qui concerne les poissons qui étaient très salés, comme on en a parlé au début, très salés, et que la seule façon de pouvoir les finir leur préparation, c'était d'y verser de l'eau chaude directement dessus. Alors la Gemara nous dit que c'est interdit de verser directement de l'eau chaude dessus. Pour quelle raison? Les commentateurs expliquent, entre autres Rashi vient expliquer sur place, Shehen Kale Abishul. Ce sont des aliments qui peuvent cuire très facilement, de manière très facile. Kale Abishul, c'est facile de cuire. Lorsque vous allez prendre une viande, ok, vous allez prendre une viande et vous allez vouloir la cuire. Alors évidemment, ça suffit pas d'y verser de l'eau chaude dessus, évidemment. On ne cuit pas une viande de cette façon. C'est impossible de cuire comme ça. Mais il y a certains aliments, effectivement, qui sont considérés comme étant calés à bichoul. On va cuire un petit peu, même juste en y versant un peu, ça va cuire déjà l'élément en question. Comme quoi? Comme les épices. Tout ce qui est épices, ils cuisent très rapidement. À partir du moment où je verse dessus de l'eau bouillante, ça va cuire directement. En tout cas, le Shulchan Aruch vient nous apprendre que tout ce qui est calé à bichoul, tout ce qui est facilement cuisable, alors ça va être problématique. On n'aura pas le droit d'y verser dessus de l'eau chaude. Alors, je vais vous rapporter d'abord les références pour que Bezrat Hashem on puisse continuer à expliquer le sujet. Je vais y aller directement au sujet du thé, ok? Parce que ça ne sert à rien de trop remuer la sauce au sens propre et au sens figuré. Mais voilà, je vais aller directement au sujet du thé, ok? Il faut savoir que le thé, ce sont des herbes qui sont séchées. Ce sont des herbes qui n'ont jamais été cuites, ils ont juste été séchées. Donc, est-ce qu'on a le droit d'y verser directement de l'eau chaude dessus, directement de notre koum-koum ou pas? Alors, il faut savoir que c'est interdit. On vient de rapporter maintenant l'avis du Shulchan Aruch dans la Halakha 10, Halakha Yud. Il dit que Klirishon, Irouille mi Klirishon qui est Klirishon. C'est-à-dire verser du Klirishon directement de la bouilloire, c'est comme si qu'on mettait directement sur le feu. Donc c'est interdit d'y verser directement. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments, ce sont des genres d'aliments qui peuvent cuire très rapidement. Très très rapidement. À partir du moment juste où on verse dessus, ça devient problématique. Ça devient problématique. Alors, comment on peut préparer le thé pendant Shabbat? Comment on peut préparer le thé pendant Shabbat? Alors, il y a 4 façons par lesquelles on peut préparer le thé pendant Shabbat. Première façon, ou bien on le prépare depuis la veille de Shabbat. Tout ce que je vous dis maintenant, après, il y aura des explications, ne vous en faites pas. Je vous donne déjà la halakha et après je vous explique. Première façon, c'est ou bien de préparer déjà la veille de Shabbat, faire le thé directement la veille de Shabbat. Ok? Il y a écrit comme ça, c'est écrit dans le Mishnah Berurah. Ce que je vous dis maintenant, c'est écrit dans le Mishnah Berurah, je vous le résume. Alinéa la mettet, Seif Katan la mettet. Il y a écrit comme ça, Be'erev Shabbat Ya'are Rotri Mikli Rishon à la l'été. Donc, on verse directement la veille de Shabbat l'eau chaude sur le thé. Ok? Au Shabbat Ya'are Mikli Rishon à la l'été. Et donc, à ce moment-là, étant donné qu'ils ont déjà cuit la veille de Shabbat, il n'y a plus de problème. Très bien. Première façon. Deuxième façon, vous prenez votre thé et vous le faites cuire dans votre marmite. Vous le faites cuire. À ce moment-là, donc, le thé, il sera cuit. Après, si vous le laissez sécher, vous le séchez. OK? Et là, il n'y aura plus aucun problème de verser directement dessus dans de la bouilloire. Troisième façon, il y a écrit quoi? Vous sortez dans les sachets de thé, vous sortez ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Et vous prenez ça pendant Shabbat. Ça, je vous dis pendant Shabbat, vous avez le droit de les prendre et les mettre directement dans un cliché. C'est-à-dire que si vous versez votre eau dans votre verre, vous pouvez mettre après dedans votre menthe et vos épices de thé. Très bien. Et la quatrième façon, c'est quoi? Les 4 façons, c'est à peu près, cette quatrième façon, c'est à peu près la même que la deuxième. En tout cas, faire sécher soi-même les trucs en les cuisant au préalable. C'est les 4 façons qui sont rapportées par le Mishnah Berurah. Il faut savoir que selon la halakha, le Rav Ovadia Yosef Zechrono Livracha rapporte comme ça dans le Halichot Olam volume 4, il dit comme ça. Étant donné que le thé il est séché, il n'est pas cuit, il est interdit de verser directement de l'eau chaude de la bouilloire dessus. Alors comment il faut faire?
Selon ce qu'on a dit maintenant, on peut autoriser directement Bekli On pourrait autoriser de prendre, de verser de l'eau dans son verre et de mettre dedans un sachet de thé. C'est permis. Mais le Rav Joseph, il dit, c'est bien d'être marmire, c'est bien d'être plus strict à ce sujet, étant donné que les sachets de thé sont considérés comme étant des éléments qui sont calés bichoul, qui se cuisent rapidement, et on peut craindre l'avis des Ashkenazim qui pensent que même Bekli-Sheni, il y a un bichoul lorsque c'est brûlant. Alors, à ce moment-là, il dit, le Rav Yosef, c'est mieux de faire ça à Bekli-Shlishi. À partir du moment où vous allez mettre dans un Kli-Shlishi, un troisième kos, un troisième verre, là, selon tout le monde, il n'y aura plus de problème de cuisson. Donc, la façon de comment faire un thé pendant Shabbat, c'est de prendre son verre, de mettre sous la bouilloire, vous versez votre eau, vous mettez dans un autre verre, et là, vous pourrez mettre votre sachet de thé. OK? On peut même faire un Kili Revi, non? Si on veut. Et tu m'as bien. Même Hamishi, même Chichi. Oui. Il y a plus de différence. Là, après, vous allez boire un iced tea, là. C'est un problème. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, si on a de l'eau qui chauffe dans une casserole et qu'on veut la mettre dans un kélicheni, est-ce que le fait de la transporter avec une louche, le verre devient kélichlichi ou pas? Oui, alors, si je sors j'ai l'eau compris avec votre question. Oui. Lorsque vous mettez une louche dans votre bouilloire, si vous ne la laissez pas, on va dire 15-20 secondes, ça ne prend pas le statut de Klirishon aussi. Si vous laissez votre louche à l'intérieur de votre kumkum, quelques secondes, au point où ça va devenir, même votre louche, ça va devenir brûlante, là, ça va être considéré déjà comme étant Klirishon. Ça va prendre le statut de Klirishon. Donc, lorsque vous allez après verser dans votre verre, ça va être Irui Miklirishon. Ça restera quand même Irui Miklirishon. Merci. OK? En tout cas, ce que je viens de vous répondre, en fait, c'est ce que je devais développer après. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai dit là, c'est pas grave. C'est bon. OK? En tout cas, voilà comment on fait un thé pendant Shabbat. On comprend pourquoi. Parce que le thé n'est jamais cuit, ok, il est juste séché. Donc, on a un problème de verser directement dedans. Alors, pourquoi il faut être marqué de faire un klishi? Parce que selon les Ashkenazim, il y a une cuisson qui continue à être faite, mais dans un klishi lorsque c'est bouillant. Et étant donné qu'il s'agit de quelque chose, un aliment qui est calé bichoul, qui se cuit rapidement, c'est bien d'être marqué de faire ça dans un klishi. Ok? Très bien. Par rapport au café. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au café et j'aimerais donner l'avis du Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha et de son fils, le Rav Yitzhak Yosef. Il faut savoir que le café, c'est déjà, comment il dit ça en français? Il y a écrit dessus. On appelle ça le café, il est torréfié. Torréfié. Torréfié, ça fait partie des modes de cuisson qui sont rapportés par le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson. Tout simplement. À partir du moment où il y a eu une première cuisson au préalable, il n'y a pas de seconde cuisson. À partir du moment où ça a été torréfié, il n'y a plus de seconde cuisson, ça n'existe plus. Alors, je vais vous poser une question, messieurs. On avait parlé hier, on avait parlé de la semoule. Ok? C'était immangeable de cette façon. Ok? Est-ce qu'on avait le droit de la préparer pendant Shabbat? Alors, on y est arrivé à la conclusion, grâce à Monsieur Michael, que, étant donné qu'on peut préparer le semoule avec de l'eau froide, il n'y a plus de problème de finition d'une préparation. Très bien. Je vous pose la question, ce n'est pas la même problématique par rapport au café et par rapport au thé. C'est immangeable de cette façon. Ok? C'est immangeable. Donc, est-ce qu'on a le droit de préparer pendant Shabbat, Birklal? Comment on vient de dire maintenant qu'on a le droit de préparer du thé pendant Shabbat? C'est immangeable de cette façon? C'est la même réponse que pour la semoule, ça marche à l'eau froide finalement. Tout simplement. Mais ce que vous dites maintenant, c'est juste par rapport au fait qu'on a étudié cela avant. Mais en fin de compte, lorsque la Mishnah nous enseigne que tout ce qui n'est pas cuit la veille de Shabbat, on n'a pas le droit d'y verser de l'eau chaude dedans, etc. On n'a pas le droit de finir la préparation
comment on peut préparer un thé pendant Shabbat? Comment on préparer un café la veille de Shabbat? Un café, on comprend parce que c'est déjà torréfié. Donc, en bichoul, achar bichoul, très bien. Mais un thé, c'est ni torréfié, ni rien, c'est ni cuit, c'est rien. Donc, comment on peut préparer un thé pendant Shabbat? Tout simplement, étant donné, et ça aussi j'ai fait l'expérience, hein. Demain vous allez me rapporter votre sachet de thé, mettez de l'eau froide à l'intérieur avec un sachet de thé, déjà le thé il va se diluer à l'intérieur, vous allez voir déjà une couleur verdâtre, une couleur jaunâtre. Et ça c'est quoi? Il n'y avait pas besoin d'une eau chaude pour que l'eau prenne le goût de ce thé-là. Évidemment il n'y aura pas autant de goût, mais il va y avoir, ça va faire effet, ça va faire effet. Donc étant donné que ça va faire effet, il n'y a pas de problème de finir la préparation de ce sachet de thé. Déjà, c'était pour finir par rapport au thé lui-même. Le café, étant donné qu'il est torréfié déjà, il n'y a plus de problème de cuisson après cuisson. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où il est cuit la veille de Shabbat, j'ai le droit pendant Shabbat d'en faire du café. Même si en fin de compte, ça va changer d'apparence. S'il n'y aura plus de graines, ça ne sera plus du tout granuleux, ça va être liquide, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Encore une fois, parce que en bichoul, achar bichoul. Il n'y a pas de problème de cuisson après cuisson. Donc, il y en a plein qui ont essayé de me dire, et combien j'en entends des personnes, ils ne savent pas. Ils se disent, mais comment on fait pour préparer un café pendant Shabbat? Vous savez, le grand Rav d'Israël actuel, le Rav Israël Yosef Shlita, il a toujours l'habitude de dire dans ses cours, lorsqu'il parle de ce genre de sujet, vous voulez faire un réel Oneg Shabbat, ne mettez pas votre café après avoir mis l'eau. C'est pas bon. Bon, la vérité, moi, je fais pas réellement la différence. En tout cas, lui, il dit que mettre le café après avoir versé l'eau, c'est pas bon. Verser l'eau directement sur le café, il a beaucoup plus de goût. Il a beaucoup plus de goût. Donc, on a la mitzvah de Oneg Shabbat, faire attention. En tout cas, là, étant donné que le café, il est déjà torréfié, il n'y a pas de problème de mettre les graines directement dans notre verre et d'y verser directement d'un klirishon. Parce qu'encore une fois, alors on a dit Hérouille mi klirishon qui klirishon, c'est quoi le problème? Ça a déjà cuit. On a le droit de mettre ce café sur la plata, il n'y a pas de problème. Okay? À partir du moment où ça a déjà cuit, on a tout à fait le droit de verser directement de l'eau bouillante par-dessus. Des questions? Moi, j'ai juste une petite question. Moi, Oui. c'était par rapport au poisson. En fait, le poisson, on dit qu'il était salé. C'est qu'en fait, il est cru et c'est juste qu'il a un goût salé. Genre, pourquoi on a précisé qu'il est salé? Parce qu'en fait, l'eau chaude, elle va enlever le salage du poisson. Ou c'est juste C'est la seule préciser que c'est un façon. poisson qui est cuit rapidement, en fait. Non, vous avez raison. C'est un poisson que la seule façon à laquelle on peut la consommer, on peut consommer ce poisson, c'est en y versant de l'eau chaude dessus. Ok. Pour retirer un peu le sel. Avec de l'eau froide, ça Ouais. aurait pas enlevé le sel, l'eau Non. froide? Ok. Non, le Mishnah nous dit que c'est impossible. Ok. Ce poisson-là, impossible de le consommer juste en y versant de l'eau froide. Non, c'est qu'avec de l'eau chaude. C'est pour ça qu'elle l'interdit, la Mishnah. Alors que tout ce qui est possible de faire avec de l'eau froide, il n'y a pas d'interdit de le faire avec de l'eau chaude. Mais attention, d'un klisheni et non pas d'un klirishon. Parce que les éléments qui se trouvent à l'intérieur, ils ne sont pas tous cuits. D'ailleurs, on a déjà parlé hier aussi par rapport à ça, mais c'est important que je continue à préciser sur ce sujet. Je rajoute encore un élément par rapport aux soupes instantanées, okay, les manachama ici en Israël. Okay. La manachama, on a dit hier que c'était certaines fois problématique d'en faire, et par contre, il y en a d'autres qui s'étaient permis d'en faire. Okay, c'était permis d'en préparer. La manachama, si vous mettez de l'eau froide, ça ne va pas le faire. Rien ne va se faire. Essayez-le. Ceux qui peuvent acheter une manachama, essayez de le faire. Avec de l'eau froide, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est qu'avec l'eau chaude. Il faut attendre 5 minutes, etc. Mettre par-dessus. Donc, c'est vraiment problématique. Si maintenant c'est consommable de la sorte, c'est consommable ou bien en mettant de l'eau froide, ou bien même sans rien faire chauffer, juste en prenez comme ça, comme des chips, n'importe. Donc là, c'est déjà consommable de la sorte. Le fait qu'on y va y rajouter de l'eau chaude, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce qu'on a dit que c'est consommable d'une autre façon qu'avec de l'eau chaude. Donc, à partir du moment où c'est consommable sans eau chaude, on a le droit même d'y mettre de l'eau chaude. Mais attention, dans la manachama, il y a là-bas certaines épices qui n'ont jamais cuit.
jamais, 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 jamais cuit. La plupart des choses ont déjà cuit au préalable, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais cuit. Ok? Donc là, il faudra faire attention que les manachama qui sont permis de faire pendant Shabbat, il faudra faire uniquement d'un klisheni, verser d'un klisheni, non pas directement du klirishon, parce que les épices, ils vont cuire à l'intérieur. Il faut faire aussi très attention par rapport à ça. Ok? Pas d'autres questions? Ouais, j'ai Oui. juste une question. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu plus de réception pendant 30 secondes. Vous avez parlé du sachet de thé, oui, le sachet. Hein, vous avez parlé du sachet. Oui. Ok. Donc, vous voulez… Non, la question, c'était juste, vous versez le Iloui Keri Rishon sur le sachet ou pas? Non, il faut verser d'un autre verre dans, Keri dans un troisième verre. Klish-lishi. Il n'y avait pas un sac de Rav Ovadia qui disait que c'est pas de problème? Non, je me trompe complètement. Non, vous avez raison. On a dit que il ne faut pas verser directement sur le sachet de thé. On a le droit, selon la loi stricte, de prendre le sachet de thé et le mettre directement dans le verre d'eau chaude. Et pas y verser dedans l'eau chaude Donc, directement sur le sachet de thé, dans le klisheni. Prendre le sachet de thé et le mettre dans le klisheni où il y a déjà dedans l'eau bouillante. Mais le Rav Yosef, il dit c'est bien d'être marmire, de faire un klisheni. Et C'est donc, bien d'être marmire. Ok? Attendez une petite seconde. Voilà. Vous avez d'autres questions? mais pour la menthe, il n'y a pas de problème. On peut la mettre en Killerishon ou c'est mieux de la La mettre menthe, en… Oui. la menthe, ça n'a jamais cuit. Ah oui, c'est pas une épice. Tout ce qui n'a pas cuit, c'est un problème. Faire attention. Oui. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont posé la question par rapport à… Vous avez certaines carafes spéciales pour le thé. OK? Oui. Avec dedans, vous insérez à l'intérieur votre substance de thé, de menthe et tout ça. C'est comme un petit tamis comme ça à l'intérieur. Et vous avez votre eau tout autour. Et c'est comme une carafe, comme ça, que vous rajoutez. Est-ce que pendant Shabbat, on a le droit d'utiliser ou pas? Le Rav Yosef, il dit que oui. Il n'y a pas d'interdit de borer. Séparer le bon du mauvais, tout ça. Parce que là, vous ne faites pas Beyadaim, les choses, ils sont déjà là, vous ne faites rien du tout, juste vous versez l'eau. Vous prenez en fait, vous retirez pas le mauvais du bon. Là, vous prenez le bon du mauvais. Étant donné que vous prenez le bon du mauvais, étant donné que c'est l'altar, c'est pour l'instant même, il n'y a pas de problème. Ok. D'ailleurs, la même question, elle était par rapport au thon à l'huile. Est-ce qu'on a le droit de retirer l'huile du thon ou pas? Alors, il faut savoir que sur ça aussi, le Rav Yosef, il dit, là, j'enlève pas le mauvais du bon. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, je garde entre les mains, je garde que le bon. Je retire pas le mauvais par ma main. Ok, je garde dans ma main que le bon. Donc, étant donné que je prends de ma main que le bon, là, il n'y a plus d'interdit. On a le droit de retirer l'huile directement. Et en plus de ça, il rajoute encore autre chose. Il dit que même si on devrait considérer ça comme étant retirer le mauvais du bon, là, étant donné qu'on n'est pas macpide, on n'est pas pointilleux à ce qu'il n'y reste plus du tout d'huile, etc., il restera toujours de l'huile à l'intérieur, dans le thon. Donc là, il n'y a plus de problème de psolète et ochel, parce que les deux, ils sont considérés comme étant ochel. Les deux, ils sont considérés comme deux aliments mangeables et consommables. Et là, on parle pas du cas où on prend l'ustensile spécial pour enlever l'huile. On parle juste qu'il est dans une boîte normale. Une boîte de conserve. Ah, ok, d'accord. Et il n'est pas dans. Enfin, on n'utilise pas le truc pour essorer le thon. Je sais pas si vous connaissez, genre avec des petits trous vers le bas et on met le thon à l'intérieur et l'huile elle tombe. Ça, on a Non, pas ça, le c'est droit. interdit Shabbat. Ah ouais, ok, c'est ok, d'accord. Ça, c'est interdit parce que ça c'est un ustensile spécial pour. Et ça, c'est même l'ustensile lui-même, il est mouxé. Faire attention. Ah, donc c'est. Ah, Et donc, un filtre, c'est mouxé aussi? Quel filtre? Filtre Filtre thé, par café. exemple. Ouais. Non, le filtre à café, si je ne me trompe pas, c'est le Shulchan Aruch Siman 319. Il parle de ça, je crois, à la dernière halakha. Bon, je ne vais pas trop vous retenir, mais. Voilà. Il dit comme ça, dans Siman 319, Siman Shinutet halakha 16, le Shulchan Aruch il parle en ce qui concerne de l'eau où il y a à l'intérieur des tolaïm. De l'eau à l'intérieur, il y a des bêtes. Ok? Donc, comment on va pouvoir boire? Il dit, Shulchan Aruch, qu'on a le droit de mettre une nappe autour
et de boire de cette façon. Alors là, c'est plus considéré comme étant boraire. Pourquoi? Parce que là, je prends le bon du mauvais. Ah, alors, comment c'est possible? C'était imbuvable, maintenant ça devient buvable. Non, il n'y a pas de boraire à ce moment-là parce que on pouvait prendre même au préalable, on pouvait prendre l'eau et boire là où il n'y avait pas, etc. des toilettes. En tout cas, ce n'est pas considéré comme étant boraire. La même chose des filtres. Les filtres à café. Le café lui-même, il peut être consommable en y ajoutant de l'eau. Ok, en y ajoutant de l'eau. Et même lorsque vous prenez du café noir ici en Israël, ça s'appelle le café turc. Ok, vous mettez votre café turc directement dans l'eau chaude et vous n'êtes pas macquid à ce que vous buviez une ou deux graines comme ça. C'est pas très mauvais. Donc, à partir du moment où vous prenez votre eau et vous versez dans le filtre votre eau pour que ça en ressorte du café, étant donné qu'au préalable, l'eau, elle était buvable, elle est rentrée après dans un filtre où il y a beaucoup, beaucoup de substances qui n'est pas mangeable, etc. Et après, ça ressort. Étant donné que c'était au préalable buvable et maintenant c'est buvable, il n'y a plus de problème de boraire. C'est le même principe d'ailleurs dans les robinetteries. Bon, on en parlera, Bezrat Hashem, mais c'est le même principe dans les robinetteries. Dans la robinetterie, il y a plusieurs filtres. Surtout en Israël, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les filtres à eau. Moi-même, j'ai un bar à eau. Tout le monde en Israël a les bars à eau, directement pour l'eau froide et l'eau chaude. Tout le monde. En France, je pense que c'est que dans les sociétés, mais vraiment en Israël, tout le monde a ce genre de choses à la maison. Et vous allez voir, ils mettent à l'intérieur des filtres spéciaux, etc. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat? Oui, parce que l'eau, elle était buvable avant. C'est vrai que ça passe dans un filtre, mais ça ressort buvable. C'était avant buvable, maintenant c'est buvable, il n'y a plus de problème de boraire. Donc les filtres à café, c'est la même chose. Vous versez l'eau sur votre café avec le café noir à l'intérieur. Ça va ressortir du café. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas considéré comme étant boraire. Ok, parfait. Et si on parle de la stratégie de boraire, pour la vaisselle, le Shabbat, j'ai pas le droit de faire le tri entre les grandes assiettes et les petites assiettes. Je mets directement dans le levier. Il y a une marque loquette, le Shmerat Shabbat Kilcheta. Dans Siman Shinoutet, il dit qu'il y a un problème de boraire même pour les ustensiles. Mais si je ne me trompe pas, le Rav Yosef, il est cholek. Faut que je m'en rappelle de ça. Je vais noter et je vous réponds demain. En tout cas, voilà, je le dis pour les nouveaux. Voilà, Bezrat Hashem, on a terminé. Ceux qui veulent mon numéro de téléphone, par exemple, il y a quelqu'un qui avait pris mon numéro de téléphone au tout début, et quand il ne peut pas être là, etc., il me dit, il m'envoie un message, ou bien s'il a besoin il n'a pas bien compris le cours, il ne voulait pas déranger en plein milieu, ça arrive. Ok? Donc, si vous avez besoin de mon numéro de téléphone, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même m'envoyer un message WhatsApp. J'ai WhatsApp, donc il n'y a aucun problème. Juste une question. Si on a, juste, ça me vient à l'idée. Si un goy fait un thé sans utiliser le Keli Rishon, Shelly, pardon, je peux boire du thé? On avait dit ça déjà, non? Je sais plus. On avait parlé. Dans le Keli Rishon? Vous êtes dans une synagogue, vous savez le goy de la synagogue là, il vous fait un thé, il n'a pas fait le Keli Sheni, il a fait directement le Keli Rishon. Alors, étant donné qu'il y a une marloquette, on vient de rapporter ici, il y a une marloquette selon certains, Hiroui Miklirishon, c'est comme le Klisheni, et donc selon eux, ça serait permis. Étant donné qu'il y a une divergence d'opinion à ce sujet, lorsque ça a été fait par un goy, on aura le droit de l'utiliser pendant Shabbat. Même si je lui ai demandé de me faire le thé, parce que des fois on demande aux goy, parce qu'ils ne veulent pas qu'on rentre dans la cuisine, on dit tu peux me faire un thé? Oui, on peut. Même s'il le fait pour moi, c'est ça que je veux dire. Oui. Oui, Dan, dites-moi. Alors moi je disais, on sait que dans la rack, quand on prend plus de 300 grammes de mésonote, on doit faire Birkat Hamazon. 216. 216, pardon, ok. Et du coup, est-ce qu'avec les beignets, est-ce que aussi il y a la même question ou pas? Alors non. Pourquoi? Parce que les beignets, ils sont cuits directement sur la poêle. Ça ne rentre pas dans les paramétrages d'un pain. Donc, étant donné que c'est poêlé, c'est frit. Si ça avait été cuit au four, effectivement. Mais en général, même si c'est cuit au début au four, à la fin, on termine toujours par la poêle. Donc, étant donné que notre kavana, c'est finir par la poêle, ça ne rentre pas dans les paramétrages d'un pain. Et donc, même si on mange une quantité, même d'1 kilo blainara, on ne fera jamais dessus Birkat Hamazon. Et du coup, si on fait des pitotes, par exemple, des pitotes aussi sur la poêle, c'est le même statut? On ne les fait pas frire, Alors, juste on les fait cuire à la poêle. Ça veut dire, est-ce que vous prenez une pâte
et vous Une en pâte à faites une pita. pita, et Ouais. après vous faites une pita. C'est ça? En fait, c'est une pâte, ouais, exactement la pita, sauf qu'au lieu de le faire cuire au four, on fait cuire sur une poêle. Mais c'est pas frit, Alors, c'est juste cuit alors c'est sur une poêle. maisonnote. C'est maisonnette. Et Ouais. du coup, là, et dans ce cas, ça s'applique au-dessus de 116 grammes, on fera on fera cuire 4. Non, parce que étant donné que c'est sur la poêle, on ne fera pas Mais dessus y a de pas, virkat. c'est pas, y a pas d'huile, enfin, c'est pas frit, enfin, c'est pas frit comme les beignets, là. C'est uniquement, enfin, fait sur une poêle. Il n'y a pas forcément beaucoup d'huile. Même s'il n'y a pas d'huile, étant donné que ça ne rentre pas dans les paramétrages d'un pain, il faut que ça soit dans un four. Si Ok. c'est pas dans un four ou si c'est pas sur un élément spécial pour faire cuire du pain et tout ça, alors là, Mhm. ça rentre plus dans les paramétrages d'un pain et donc ça restera toujours maisonnote. Ok, merci beaucoup. Ça s'appelle Masek Dera dans la halakha. Merci. Ok, en tout cas, Chazak ou Baruch à tous. Bonne soirée, Chanukah Sameach, Chodesh Tov. Et on se voit, Bezrat Hashem, tous demain avec beaucoup d'autres tridushim. Ok? Merci à Zach. la prochaine. Bye bye. Chazak, Kol Tov. Merci. Ouais. Alain.